bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat où l'on s'efforce de faire vivre les idées au travers des livres. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter deux scientifiques, mais deux scientifiques particuliers, tout simplement parce que ceux-ci ont un combat en matière de sciences. Alors, je vous les présente. Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe des sciences et vous publiez Le goût du vrai, c'est un tract aux éditions Gallimard. À côté de vous, Marilène Patou-Mathis, vous êtes préhistorienne et vous publiez L'homme préhistorique est aussi une femme aux éditions Alary. Marilène Patou-Mathis, quel est votre combat ? Ce que j'espère, c'est un petit peu secouer, on va dire, les collègues, les archéologues, pour qu'ils aient une autre vision de la position des femmes préhistoriques dans l'histoire de l'évolution. Parce que lorsqu'on fait il y a vraiment un constat qui montre qu'elles sont absentes, totalement absentes. On les met toujours, on les relègue en deuxième place derrière les hommes. On ne parle que tout est au masculin. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Il faut ouvrir justement le champ des hypothèses et dire que peut-être que des femmes ont également participé à l'évolution de l'humanité. Et alors, c'est vrai, les femmes préhistoriques, par exemple, elles ne balayaient pas la grotte ? Non, je pense qu'il faut être raisonnable. C'est quelque chose que je dis pour un petit peu secouer tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut voir que tout repose sur des présupposés. C'est-à-dire que nous, préhistoriens, on travaille sur des fouilles, au niveau des fouilles archéologiques, sur du matériel. Donc les vestiges, les outils taillés, les squelettes humains, etc., on essaye de les faire parler et de trouver des indices. Mais à un moment donné, on ne peut pas savoir, par exemple, si on prend Chauvet ou Lascaux, est-ce que les peintres étaient des hommes ou est-ce que les peintres étaient des femmes? Donc on a toujours présupposé que c'était des hommes. Eh bien peut-être pas. Et justement, je ne veux pas dire que les femmes ont fait toutes les peintures, mais je dis pourquoi pas et pourquoi ce n'était pas les hommes et les femmes. Étienne Klein, vous combattez pour une certaine conception de la science ? Je dirais plutôt pour une conception certaine de la science. Moi, j'essaie de lutter contre le fait qu'on tente aujourd'hui d'obliger la science à se ranger sous la coupe de l'opinion. La science, notamment la science moderne, au XVIIe siècle, se construit contre le bon sens. Et elle nous oblige, si on la prend au sérieux, à penser contre notre cerveau. C'est-à-dire, elle soumet notre cerveau à des provocations, à des lois, par exemple, dont l'énoncé contredit l'observation. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, quand vous voyez des corps qui tombent, vous constatez que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. Et Galilée, au XVIIe siècle, en 1604, vient nous dire non, tous les corps tombent à la même vitesse. Ce qui nous oblige à réinterpréter ce que nous voyons et à expliquer comment une loi qui contredit le spectacle du monde l'explique quand même. Et puis d'une façon plus générale, j'essaie de montrer la différence qu'il y a entre la science et la recherche. La science, c'est des connaissances acquises par l'histoire des idées, par des théories, par des résultats, par des expériences, par des controverses résolues. Et c'est des choses dont on n'a pas lieu de douter, sauf si quelque chose nous oblige à le faire. Par exemple, la Terre est ronde, l'atome existe, l'univers observable est en expansion, les espèces vivantes évoluent, l'activité humaine modifie le climat. Voilà des connaissances scientifiques dont il n'y a pas lieu de douter. Et puis, ce corpus pose des questions dont on ne connaît pas les réponses. Et c'est pour cela qu'on fait de la recherche. Et donc on doute. Il y a des questions à propos desquelles nous doutons. Mais quand on amalgame science et recherche, ce que nous avons fait pendant la pandémie, l'idée de doute vient coloniser la science. Et on dit la science c'est le doute. Du coup, mon ressenti, mes opinions, mes croyances sont des arguments suffisants pour contester ce que disent les scientifiques, ce qui est d'autant plus facile que les scientifiques ne disent pas tous la même chose. Marilène Patou-Mathis, lorsqu'on tente, comme vous le faites en tant que préhistorienne, de remettre les femmes préhistoriques pour ce qu'elles ont fait, pour leur contribution, comment s'y prend-on ? Parce que, évidemment, les traces sont lacunaires. Quelles sont les méthodes et les procédés que vous utilisez ? C'est-à-dire que je vais faire, il y a deux parties. Première partie, c'est une réflexion sur le pourquoi. Pourquoi, pendant très longtemps, 150 ans, on a complètement effacé l'action des femmes préhistoriques. Ça, c'est très important, il faut déconstruire. Parce que les premiers préhistoriens, je me suis attachée à voir... et tous ces premiers préhistoriens, c'est tous des hommes. Donc, ils ont construit une image de la vie quotidienne des humains préhistoriques en calquant sur le modèle de leur société où les femmes, au XIXe siècle jusqu'au début du XXe, n'avaient pas de position, elles étaient reléguées aux tâches domestiques et maternelles. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça pour montrer que c'était dans nos têtes, qu'on nous avait à force. Il y avait inférieur par ordre divin, plus après au XIXe par nature, c'est-à-dire les discours médicaux vont dire qu'on est inférieur. Donc, les femmes peuvent faire tous
toutes les activités. Et donc ça, c'est un premier point que j'ai essayé de faire. Et la deuxième chose, c'est de travailler sur le matériel archéologique. Alors, on a des vestiges, et les plus importants pour l'instant, pour répondre à ces questions, c'est de voir au niveau des squelettes, donc de voir les squelettes féminins, les squelettes masculins, est-ce qu'il y a des différences? On y voit aussi les sépultures, c'est-à-dire les tombes et tout. Est-ce qu'il y a des différences entre les tombes masculines, les tombes féminines? Est-ce qu'il y a plus de mobilier dans l'un? Est-ce qu'il y a plus de parures, etc. Donc travailler sur ça, ça c'est très important. Et aussi toutes les représentations donc, que l'on a sur les parois des grottes ou la statuaire. Et là de voir, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là on voit par exemple dans la statuaire que entre 80 et 90% des représentations féminines, des représentations humaines, pardon, sont féminines. Donc ça, c'est une donnée aussi importante. Il y a ce qu'on Comment appelle, l'interpréter alors? Voilà. Et donc là, de dire qu'en fin de compte, dans ces périodes-là, il y a le féminin, moi j'appelle ça comme ça, le féminin est omniprésent, en tout cas dans le monde symbolique, le monde de représentation. Et ça, c'est important. Et pour les squelettes, par exemple, j'essaie de voir sur leur structure, si elles sont robustes, s'il y a des différences majeures de musculation, si je cite les hommes et les femmes, de trouver s'il y a des gestes qui ont marqué, c'est-à-dire qu'il y a des gestes, vous savez que vous êtes en train de faire des choses qui se répètent, vous allez avoir des traumatismes, des marques sur les os qui montrent que vous avez fait tel geste pendant très longtemps. On regarde tout ça et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça et qu'il y avait des femmes très robustes et puis des hommes moins robustes. Donc, il faut tout repenser à la fois voilà, dans ces deux perspectives. Étienne Klein, finalement, vous travaillez sur la même chose, vous travaillez sur les biais, c'est-à-dire tous les biais qui font que la science n'est pas considérée comme elle devrait l'être. Oui, vous venez de montrer un biais énorme, que, en fait, on rétroprojette ce que nous pensons à l'instant T, dans notre présent, dans notre lecture du passé. C'est le mouvement rétrograde du vrai, en quelque sorte. Et moi, c'est plutôt les biais cognitifs qui m'embêtent, puisque... Qu'est-ce que c'est un biais cognitif? Quand j'étais plus jeune, par exemple, je pensais que pour faire de la pédagogie, de la vulgarisation, eh bien, il fallait bien travailler une question. Par exemple, la physique quantique, la physique des particules, comment ça s'est construit, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça implique. Et une fois qu'on a fait ce travail en profondeur, alors on devient capable de clarifier ce qu'on a compris pour l'expliquer à toutes sortes de publics. Et je découvre qu'en fait, il y a toutes sortes de biais cognitifs qui font que le message reçu n'est pas identique au message émis, parce que on n'entend pas exactement ce qui a été émis et on l'accommode à sa propre sauce. Donnez-nous un exemple. Par exemple, le principe d'incertitude de la physique quantique qui a été énoncé en 1927 par un physicien allemand qui s'appelle Heisenberg. On le trouve dans les manuels de philosophie en terminale aujourd'hui, écrit sous la forme... Il dit quoi en substance? On dit voilà, la physique quantique montre qu'on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Alors qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que les particules ont une vitesse et une position bien définies, mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître. Et donc on dit, finalement, il y a une incertitude, et le réel nous devient inconnaissable du fait de ce principe fondamental. Or, c'est un contresens. Ce que dit ce principe, c'est que les particules quantiques n'ont pas une vitesse et une position bien définies, de sorte que si on ne peut pas les mesurer, c'est non pas parce qu'il y aurait une incertitude inhérente à l'acte de mesure, mais parce que les propriétés qu'on tente de cerner ne sont pas des propriétés que le possède la particule avant qu'elle soit mesurée, ce qui change complètement le message. Et donc il y a tout un travail à faire sur la façon dont certaines connaissances se sont enquistées de façon fautive dans la culture, et c'est évidemment un combat presque de tous les jours. Marie-Hélène Patou-Mathis, là aussi, parce que finalement, les méthodes qu'utilise un préhistorien, c'est quelque chose d'un peu mystérieux. Et alors vous, au-delà de ça, ce qui vous importe, c'est de remettre effectivement l'histoire des femmes au centre de la grotte, si j'ose dire, de réussir à trouver des preuves de ce que l'on avance dans une science qui est, j'imagine, une science nécessairement complexe à produire. Oui, c'est très très difficile, l'archéologie, la préhistoire, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, on a des faits, vraiment on est sûr, parce qu'on a du matériel archéologique qui nous permet de dire, par exemple, comment les différentes cultures, à partir des outils taillés, tout ça, on a créé des chaînes opératoires, on retrouve tous ces gestes techniques. Mais à un moment donné,
il faut interpréter, c'est-à-dire aller plus loin, sortir de simplement l'aspect technique, essayer de comprendre leur comportement au-delà, c'est-à-dire le comportement, par exemple, métaphysique, symbolique, etc., ou simplement la société. Et alors, quelles sont les grandes interrogations? Les grandes interrogations, par exemple, là aussi, j'avais beaucoup réfléchi sur la violence, puisque j'avais fait un livre sur ça, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, pendant cette période qui est perçu par une grande majorité comme étant un monde hostile, affreux, où tout le monde se tapait dessus, il y avait une violence terrible et tout, c'est pas vrai. Les choses ont montré que c'était faux et que c'était beaucoup plus tardif. Et donc de réfléchir à ces questions, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait les ententes entre clans? Est-ce que c'était important? Est-ce que le fait d'être solidaire, le fait d'avoir cette collaboration intra-clan, mais aussi entre les clans, est-ce que ça, c'est ça qui a fait l'évolution? Est-ce que c'est ça qui a permis le progrès plutôt que l'agressivité? Parce que très souvent, là aussi, on nous dit « Non, non, c'est parce qu'on s'est battu ». Mais pas du tout. Vous imaginez bien, la démographie est tellement faible et les clans sont assez dispersés. Si vous êtes toujours en train de vous battre, ça a disparu. Il y en a peut-être eu, mais ils ne sont plus là. Nous, on résulte, on est une espèce de résilience parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont intervenues. Et c'est là où on passe, et c'est important, comme disait Étienne Klein, c'est-à-dire que là, les biais, il faut faire aussi attention de ne pas tomber dans notre propre biais. Et c'est pour ça que la vision, souvent, de ce passé très noir, les aubes cruelles et tout, c'est parce qu'on pense, avec ce paradigme qui vient du 19e, que l'évolution est progressive, unilinéaire, voilà, de l'humanité. Donc tout ce qui est avant, c'est moins bien que nous. Alors, donc voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose aussi terrible qui empêche de voir que tout est buissonnant. Vous le voyez venir, c'est l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et cet invité, aujourd'hui, c'est un épistémologue, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur les conditions de validité du savoir scientifique. Il s'appelle Paul Feyerabend. Il a été arraché à notre affection et son grand livre « Contre la méthode, esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance » a été publié en 1975. Il existe en point-seuil, donc en livre de poche. Dans ce livre, Paul Feyerabend est un militant du anything goes, c'est-à-dire il explique que finalement, toutes les méthodes existent en science. Il ne dit pas que toutes les méthodes se valent, il dit que toutes les méthodes existent et que celles-ci peuvent conduire à la vérité scientifique, qu'il n'y a pas donc un chemin unique. Et il donne l'exemple de la révolution copernicienne en expliquant finalement comment, chez Copernic, il est extrêmement difficile de démêler ce qui relève de la science et ce qui relève du mythe. Autrement dit, le fait de distinguer le discours scientifique d'autres discours, le discours religieux par exemple, les superstitions, eh bien c'est quelque chose de simple en théorie et de très compliqué en pratique. Il paraît, Étienne Klein d'ailleurs, que Didier Raoult, le célèbre professeur infectiologue de l'IHU à Marseille, se réclame justement de Paul Feyerabend. Oui, mais il n'est pas un disciple de Feyerabend, parce qu'il dit lui-même qu'il l'a découvert il y a quelques mois grâce à son fils. Donc historiquement, c'est une découverte assez récente de sa part. Et puis, je pense qu'il y a un contresens. Moi, j'ai relu ce livre dans lequel, en effet, Feyerabend parle beaucoup de Galilée. Montre que Galilée, pour convaincre les aristotéliciens de son époque, a utilisé des faits, des expériences, de la théorie, un peu de tricherie, des sophismes, de la rhétorique. Et ça, c'est mal quand même de tricher en science. Non, mais parce que être scientifique, ça n'est pas être objectif. Personne n'est objectif. Tout le monde a des biais, comme on l'a vu. Par contre, être scientifique réclame d'être honnête. C'est-à-dire d'accepter le jeu scientifique. C'est-à-dire que quand on a des résultats, on les présente à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, qui ont des travaux voisins, et on discute avec eux pour voir si on est d'accord. Et une fois que cette discussion a lieu, alors si elle s'est bien passée et si les arguments sont solides, on a un résultat scientifique. On a réussi à faire parler un bout du réel. Et c'est pas du tout la même chose que de parler tout seul en utilisant Twitter pour montrer des résultats qui n'ont été discutés par personne dans la communauté scientifique. Mais comment voulez-vous, Étienne Klein, qu'on croit en la science, alors même qu'on voit, à la faveur de cette pandémie dans laquelle nous sommes englués, que les scientifiques se contredisent, qu'ils changent d'avis, bref, qu'il est extrêmement compliqué d'avoir des certitudes? Parce que l'ignorance, c'est la grande affaire des savants. Les savants, ils savent ce qu'ils savent et ils savent ce qu'ils ne savent pas. Et quand une pandémie nouvelle arrive,
il y a des tas de questions auxquelles on ne sait pas répondre parce que ce virus est nouveau. On avait des connaissances sur les coronavirus, il y avait donc des connaissances. Mais celui-là est nouveau, donc il y a des questions nouvelles qui se posent. Et au début, on ne sait pas répondre parce que la temporalité de la recherche est lente. On peut l'accélérer parce qu'il y a urgence, mais on ne peut pas l'abandonner parce que sinon, on coupe la branche de l'arbre sur laquelle on s'est laborieusement hissé. Et donc on doit dire souvent « je ne sais pas », mais si on dit « je ne sais pas » à la télévision, peut-être qu'on est moins réinvité que quelqu'un qui va aller au-delà de ses connaissances et dire son opinion plutôt que ses savoirs. On va vous réinviter, on vous réinvitera aussi Marilyn Patoumatis, mais dites-nous ce que vous en pensez. Non, c'est vrai. Justement, en plus, je crois que ma discipline, elle fait partie encore plus de ce doute, de ces incertitudes. Et je crois que ce qu'il faut être, justement, pour l'honnêteté, pour qu'on reconnaisse que la science a un apport capital, c'est justement de dire, de séparer, comme je disais tout à l'heure, de ce que l'on sait et des hypothèses. Et souvent, hop, d'un seul coup, c'est ça qui va disparaître. C'est-à-dire qu'on va plus, il n'y a plus le si, ou il n'y a pas le peut-être, ou il n'y a pas. C'est ce qu'on essaie, nous, de mettre dans les articles, notamment scientifiques et tout. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, il y a plusieurs hypothèses. Et c'est ça qui est important, c'est de dire, voilà, et il y a plusieurs hypothèses. On va travailler sur ça et petit à petit on les élimine pour en garder, en espérant en garder qu'une. Mais je crois que c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fermer, il faut ouvrir le champ des possibles. Et puis toujours dire, voilà, là c'est une hypothèse, là c'est sûr. Je peux vous montrer que voilà, il y a telle, je sais pas moi, civilisation à telle période. Mais après, je vais vous donner un exemple, puisque vous publiez voilà. un livre sur Néandertal, Marilyn Patoumatis. On accuse Néandertal d'un certain nombre de choses. On dit notamment qu'il a un lien avec le Covid. Oui, non, mais je pense que bon, j'ai beaucoup, comme vous le dites, j'ai beaucoup travaillé sur Néandertal. Ça a été mes premiers livres, d'ailleurs, étaient autour de Néandertal. Et c'est vrai que j'ai trouvé là aussi que c'était un peu comme pour les femmes, si je peux me permettre la comparaison audacieuse. C'est-à-dire qu'il fallait toujours montrer que Néandertal il était bien et tout. Et puis il a fait partie de ces fossiles trouvés trop tôt en 1856, c'était avant 59, comme on dit, la palisse, donc avant la théorie de Darwin. Il a été tout de suite mis dans les crétins et tout. Bref, il a été infériorisé. Alors, et Néandertal aujourd'hui et le Covid, voilà. qu'est-ce que... Et justement, on a eu du mal. Et en fin de compte, c'est tellement imprégné, même si on s'est battu, que les choses ont changé. Même moi, en tant que mon travail professionnel, j'ai essayé de faire changer tout ça. On reste tellement, c'est tellement imprégné qu'il faut un bouc émissaire. Et alors là, c'est super, parce que comme les Euro-Asiatiques, n'est-ce pas, se sont croisés avec, ont des gènes néandertaliens, parce qu'on s'est croisés avec les néandertaliens au Proche-Orient il y a à peu près 80 000 ans. Donc, forcément, les gènes qui nous a légués, ces gènes propres et tout, sont forcément pas bons. Alors là, il a tout pendant un moment, vous savez, c'était à cause de lui qu'on fumait, enfin bon, on a eu tout. Et là, d'un seul coup, c'est le Covid, c'est de sa faute, alors qu'on montre qu'il y a des gènes néandertaliens, ils sont plutôt bien vus pour l'altitude, pour le changement environnemental, une adaptation plus forte. Bref, mais là, il faut un bouc émissaire. Et là, on est en plein dans l'exemple, on nous montre que tout, moi je dis en plaisantant, mais bientôt, ça va être lui qui est la cause de la 6e extinction. Voilà, c'est-à-dire qu'on cherche toujours un bouc émissaire, et c'est pas, je pense qu'il faut être très prudent, parce que la génétique, vous savez, ne répond pas non plus à tout. Étienne Klein, aujourd'hui, s'il fallait trouver un critère de démarcation entre la science et les pseudosciences, que diriez-vous? Qu'est-ce qui pourrait, en quelque sorte, résumer la vérité c'est le fait scientifique? que les scientifiques ne sont pas du tout à l'abri des travers ordinaires de l'espèce humaine. Ils peuvent être cupides, se tromper, être arrogants, être achetés, etc. Donc, on ne demande pas aux scientifiques d'avoir subi une sorte de cure de désintéressement personnel. Le mot important, c'est collectif. C'est-à-dire, c'est une sorte de tautologie que je vais dire, mais la science, c'est l'organisation collective de la controverse. Pour le dire comme un autre épistémologue qui a d'ailleurs été le directeur de thèse de Feyerabend, qui était Karl Popper, faire de la science, c'est finalement organiser la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Ça veut dire qu'on accepte de présenter ces résultats à des collègues qui vont pouvoir les critiquer. Et c'est donc pas du tout une démarche individuelle, de sorte qu'il faut se méfier de ceux qui donnent les résultats en les autoproclamant dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais pourtant, on a l'impression que la science, c'est aussi une aventure individuelle où on a affaire Il y a une partie individuelle, on travaille seul, on réfléchit seul, mais à la fin, on doit discuter, on doit présenter ces résultats pour les soumettre à la critique, parce que justement, nous avons tous des biais. Et la seule façon de les neutraliser, c'est la discussion, la controverse. La science est objective par
parce qu'elle s'objective, et non pas parce que les scientifiques sont objectifs. Pour le dire en une phrase simple, il ne faut pas faire confiance à des scientifiques individuels. Mais à la fin, on peut, dans certains cas, faire confiance à la science, ce qui n'est pas la même chose. Marilène Patou-Matisse, la cause des femmes préhistoriques, est-ce qu'elle avance? Non, mais je mettrais peut-être une petite nuance à ce que vient de dire Étienne Klein, c'est-à-dire que aussi il faut faire très attention. L'histoire a montré, l'histoire notamment de tous les académiciens de l'Académie des sciences. Le nombre n'est pas forcément, pour moi en tout cas, n'est pas une assurance de certitude. Et ça, vous pensez à quoi en particulier? Non, mais je pense que souvent, vous savez, je pense regarder le mal qu'a eu la théorie de l'évolution à s'imposer. Là, moi, quand j'ai travaillé sur ce fameux 19e siècle et l'apparition de la préhistoire en tant que discipline, souvent, quand il y a des archéologues qui se battaient en disant si, en fin de compte, il y a l'homme vivait en même temps que le mammouth, etc. Souvent, il y avait une majorité qui disait mais non, en fin de compte, c'est pas possible, etc. C'est pas vrai. Quand il y a eu la controverse pour les peintures sur les parois des grottes, notamment à Altamira, on a dit oh non, la plupart des préhistoriens, il y avait un consensus pour dire non, en fin de compte, c'est pas possible que ça soit l'homme préhistorique. Donc, et à côté de ça, il y en a quand même qui se sont battus, etc. Et l'avenir a montré qu'ils avaient raison. Mais je suis d'accord avec vous, mais la controverse en question, elle peut être très longue. Oui. Elle peut être très très longue, mais à la fin, on sait. Et le moment à partir duquel on peut dire on sait, évidemment, il est soumis à des critères qui peuvent être variables. Mais par exemple, la question de l'atome, qui est posée par les Grecs 5 siècles avant Jésus-Christ, on a mis 2500 ans à la résoudre. Le boson de Higgs, l'hypothèse est en 1964, la découverte en 2012. Et donc, pendant cette période de 48 ans, les gens ont discuté, n'étaient pas d'accord. Et puis, à un moment, le réel a tranché. Et le fait qu'il a tranché pose de nouvelles questions qui sont l'objet de la recherche d'aujourd'hui. Je vous propose de retrouver notre chroniqueuse Marie-Pierre Bourgeois pour l'actualité des livres. D'autres mots que ceux de la science, des mots qui ont eux aussi leur poids et peuvent changer la vie. À commencer par ceux de Tiffany McDaniel avec son premier roman Betty, publié aux éditions Gallmeister et 10e des meilleures ventes cette semaine dans le classement du Point en partenariat avec la Fnac. Directement inspirée de la vie de Tiffany McDaniel, Betty raconte l'enfance d'une jeune amérindienne en marge de la société américaine. Coincée entre un père cherokee et une fratrie très nombreuse, la jeune fille peine à se faire sa place. Ce très beau roman américain raconte comment, grâce au pouvoir réparateur de la littérature, Betty, l'héroïne, parvient à se construire. Écoutez cet extrait. De mes écrits ressortaient des entrelacs et des ciselures. Il y avait des griffes et des serres, des choses plus douces également. Je parlais d'eau ruisselant des murs, de fumée dérivant dans le ciel. Mes poèmes embrassaient tout ce que mes bras ne pouvaient étreindre. Ils hurlaient ce que je taisais. Autre grand succès de la semaine, c'est celui de Crénon Baudelaire de Jean Telet aux éditions Mialet-Barreau, 17e au classement des meilleures ventes. Le romancier, qui s'est déjà penché sur le destin de Verlaine et de Rimbaud, s'intéresse cette fois à la vie de Charles Baudelaire et la façon dont il ciselait ses poèmes, tout particulièrement son plus célèbre recueil, Les Fleurs du Mal. Je voudrais vous partager ce passage qui raconte les premiers jours de Baudelaire en mer quand il n'a encore que 20 ans. Vous n'appréciez guère ce voyage, vient lui demander le capitaine Salise. Je rêve de quitter une monotonie sans fin qui m'use heure après heure. Vous voilà envahi par la mélancolie des voyageurs, tirez-en une expérience esthétique, poète. Dans un tout autre registre qui montre le poids des mots également, c'est le livre de Mary Trump, la nièce du président américain. Trop et jamais assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde chez Albin Michel, se classe cette semaine à la 19e place des meilleures ventes. Cet ouvrage se veut une plongée dans la tête de Donald Trump et dresse un portrait ravageur du président des États-Unis. Écoutez ce passage. Donald, qui n'a jamais ouvert aucun livre, ne comprend rien à l'histoire, aux principes constitutionnels, à la géopolitique et n'a jamais été encouragé à cultiver ses savoirs. Il a évalué toutes les alliances du pays et tous nos programmes sociaux uniquement à travers le prisme de l'argent. Des mots donc qui ont leur poids et qui pourraient fort bien vous séduire. Ouais. Merci beaucoup à nos invités. Marilène Patou-Matisse, je rappelle que vous êtes préhistorienne. Si vous êtes jeune ou moins jeune et que vous voulez savoir qui était Néandertal, ce livre est fait pour vous. Il est publié aux éditions Bayard. Et puis L'homme préhistorique est aussi
une femme, vous luttez contre l'invisibilité des femmes préhistoriques. C'est aux éditions Alary. Et puis Étienne Klein, Le goût du vrai, c'est votre tract Gallimard. Et puis j'en profite pour vous dire que la collection Tract Gallimard publie un virus et des hommes. C'est la collection des différents tracts qui ont été publiés de la période du 18 mars au 11 mai 2020. Je pense que c'est une période qui vous rappelle quelque chose. Merci et à très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.